Ici Londres. Les Français parlent aux Français. J'ai vu un mec, je saurais pas vous dire comment il était, je sais juste qu'il était pas petit, plutôt typé blanc, type européen, vraiment pas de distinction, pas de cagoule, rien. Et la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il était devant le Bataclan et qu'il avait son arme à l'épaule et je voyais les flashs, j'entendais bam bam bam. Ça arrêtait pas quoi, c'était un déluge. La France soutient notamment Al-Nosra, qui est une branche très proche d'Al-Qaïda, qui est proche de Daesh. Donc la France soutient des groupes soi-disant modérés. Donc la France est en train de soutenir Daesh, oui, par l'intermédiaire de groupes soi-disant modérés, mais elle le sait très bien, la France. Et aujourd'hui, on soutient indirectement l'État islamique. Femmes, c'est ça? Oui, 3 hommes et une femme, oui, tout à fait. Vendredi matin, l'assistance publique hôpitaux de Paris a organisé un exercice avec les SAMU sur ce type même d'attentat. C'est un hasard effroyable qui a fait. Mais oui, c'est un hasard effroyable qui a fait que le soir même, c'était voilà un hasard effroyable. Mais c'est pour vous dire. Yves de Kerdrel, mais on peut souligner peut-être que jeudi matin, vous publiez également l'interview de Bernard Squarcini, qui est l'ancien patron des services secrets. Et qui fait une révélation qui est susceptible de faire sauter effectivement un certain nombre de personnes en France. Il révèle que les services secrets syriens sont venus il y a 2 ans lui proposer la liste de tous les djihadistes français opérant en Syrie. Bernard Squarcini s'est tourné vers son homologue français qui a dit effectivement ça m'intéresse mais il faut que j'en réfère au Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls a dit pas question. Nous n'échangeons pas de renseignements avec un régime tel que la Syrie. Cette histoire d'État islamique, d'un bout à l'autre, elle est bizarre. Aucun groupe terroriste dans l'histoire de l'humanité n'a eu plus de chars d'assaut que l'armée française, ce qui est le cas. Je vous garantis que mes sources me sauraient être meilleures pour vous dire ça. Donc à l'heure actuelle, l'État islamique dispose de centaines de chars d'assaut, des véhicules blindés légers qu'on appelle les Humvees, des sortes de grosses jeeps un peu perfectionnées. L'État islamique en possède plus de 5000. Donc ça n'est pas un groupe terroriste, c'est pas à l'échelle. Est-ce une guérilla? Non plus. Puisque une guérilla, c'est clair, on connaît ça depuis la guerre révolutionnaire de Mao dans les années 30, ce sont des gens qui attaquent l'armée ennemie et qui se replient. L'État islamique ne se replie pas, il attaque, il occupe le terrain, il se crée son fief et il y reste. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la seule explication possible quand on a éliminé tout ça, c'est que l'État islamique est une armée mercenaire, une armée, une vraie, mais mercenaire, et nous ne faisons en pareil cas que de repousser le problème d'une case, à savoir au service de qui. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique, qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi eux. Tous les gens qui sont, tous, sans exception, le Abou Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il faut voir que Daesh a des recruteurs extrêmement professionnels. Ce truc-là. Il faut voir que Daesh a des recruteurs extrêmement professionnels. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people. Il faut voir que Daesh a des recruteurs extrêmement professionnels. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we
went to work. And it was President Reagan in part. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. Et fonctionne de manière postmoderne par niche. C'est-à-dire que le discours ne sera pas le même pour un jeune qui aime le foot, pour une jeune fille, on n'a pas parlé de cela. Hein. J'insiste sur le fait d'une transformation d'ordre initiatique. Alors, c'est pas joli. Il faut savoir que la plupart en tout cas des hommes qui arrivent en Syrie sont brutalisés, souvent violés, et qu'ils sont détruits pour être reconstruits par Daesh, qui donc aura complètement embrigadé, aura reconstruit ces hommes à leur image. L'imagination des savants est sans limite. Sur ces images, un taureau charge la cape qui s'agite devant lui. Quelques instants plus tard, on lui implante un émetteur dans le cerveau, puis on le lance à nouveau dans l'arène. À chaque charge, il reçoit une impulsion qui coupe son élan. Des documents aujourd'hui déclassifiés montrent que des émetteurs plus sophistiqués ont été testés sur des cobayes humains. Il y a toujours des débats sans fin entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les documents. Eh bien, ces documents décrivent clairement l'implantation d'électrodes dans le cerveau des gens, activer ces électrodes à partir d'un transmetteur et changer le comportement des gens. De violents à taper les murs, ils deviennent des moutons. Les conditions de détention des combattants pro-talibans détenus sur la base de Guantanamo à Cuba continuent de susciter la polémique. Les conditions de détention des combattants pro-talibans détenus sur la base de Guantanamo à Cuba continuent de susciter la polémique. Voilà ce que je vends. Quand quelqu'un prend du Captagon, il est sûr de rester. Lorsqu'une personne prend du Captagon, elle ressent davantage d'énergie et moins de fatigue, mais tout cela n'est qu'une impression. La fatigue s'accumule. Il s'agit d'un dérivé d'amphétamine, donc le Captagon accentue la nervosité et peut même entraîner des hallucinations. L'individu peut avoir la sensation d'être très puissant. من الجيش السوري صدره بدي اشلخه وقلبه وعصره بتم دم. Some folks are born made to wait to fly. Ooh, the red, white and blue. The red, white and blue. And when the band plays, hail to the chief, Lord knows they point the cannon at you. Les manifestants sont drogués et ils servent Ben Laden, selon Kadhafi. Le dirigeant libyen est de nouveau. Est-il possible que vous permettiez à ce phénomène d'avoir lieu dans n'importe quelle ville du pays? Nous ne sommes pas en Égypte ni en Tunisie. Avec une demande pacifique, on peut arriver à un compromis. Mais ceux-là n'ont pas de demande. Les demandes sont chez Ben Laden. Qu'avez-vous à voir avec Ben Laden, vous habitants de Zawiya? C'est un peu Canada Dry quand même, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas... Canada. La CIA va se servir d'un psychiatre de renommée mondiale pour monter une véritable usine à cobayes au sein de l'Allan Memorial, le département psychiatrique de l'université McGill. Ce psychiatre s'appelle Ewan Cameron. Il sera l'un des tout-puissants présidents de l'Association mondiale de psychiatrie.
En 1945, Ewan Cameron fait l'expertise psychiatrique de Rudolf Hess, l'un des nazis accusés au procès de Nuremberg. En 1957, la CIA le recrute pour son programme MK-Ultra. Les Américains veulent parfaire leur technique d'interrogatoire et programmer un humain à tuer. Ewan Cameron devient une sorte de chien fou de la psychiatrie. Il plonge ses patients dans des états végétatifs pendant plusieurs semaines, en diffusant jour et nuit des ordres sonores préenregistrés. Certains en deviendront incontinents, amnésiques, oubliant même qui étaient leurs parents ou l'usage de la parole. L'hôpital du Vermont où Karen Wetmore a été internée travaillait sur le même programme. Entre les mains des médecins de la CIA, elle a été une poupée de chiffon. Ils ont utilisé des drogues comme le LSD, les électrochocs et aussi des électrochocs chimiques comme le métrazole qu'on m'a administré en 1971. Je l'ai découvert plus tard dans mon dossier médical. C'est une drogue extrêmement puissante, très violente. La CIA elle-même disait que c'était une drogue insoutenable, physiquement et psychologiquement insoutenable. J'ai d'ailleurs retrouvé un document de la CIA qui dit qu'elle était utilisée par les soviétiques sur les prisonniers de guerre et que ceux-ci étaient prêts à dire ou à faire n'importe quoi pour éviter une seconde dose. Quelle drogue formidable, non ? Ils m'ont donné 1800 mg, ce qui est apparemment une dose énorme. Et cette nuit-là, je me suis plainte d'entendre des voix d'hommes dans ma tête qui me tourmentaient et m'obsédaient. Et j'ai tenté de m'immoler par le feu. Derrière l'oreille de Karen, il y a justement une cicatrice dont elle ne connaît pas l'origine. Quand ma thérapeute a compris que la CIA s'était servie de moi comme cobaye, elle m'a dit « Laisse-moi regarder, juste pour voir ». C'est parce qu'on avait entendu parler de ces implants. On avait lu des choses sur ça, il y avait des documents. Et je lui dis « Pourquoi pas ?» Et c'était bien là où je vous ai montré. Je suis allée chez un chirurgien spécialisé qui m'a dit que c'était une cicatrice faite lors d'une chirurgie. Il n'y a pourtant rien dans mon dossier médical qui parle de problème ou de quoi que ce soit dans mon oreille droite. On ne parle ni d'incision ni d'opération effectuée à cet endroit. Et pourtant c'est bien là. Là, qu'est-ce que c'est qu'un islamiste? On le sait, c'est quelqu'un qui a combattu en Afghanistan, qui figure sur beaucoup de sites, qui est connu pour ça dans sa biographie. On ne devient pas chef d'une organisation comme ça en claquant dans ses doigts et en 5 minutes. Donc là, dans la direction de ce qu'on appelle l'État islamique, il n'y a pas un islamiste. C'est des gens qui, dans une phase antérieure de leur vie, étaient connus pour courir le guilledou, boire du pinard. Voilà, c'était des généraux de l'armée de Saddam Hussein, généralement. Généraux le plus souvent laïcs. Let's now talk to political journalist and author Gerard O'Coleman, who joins us from Paris this evening. Thanks very much for joining us again on RT International. You're in the French capital. What's the mood and atmosphere in the city right now? We're being told that there's a state of war and a state of emergency. We've had this before. We had this in January, and for several weeks we had non-stop sirens and non-stop chatter on the radio about the threat from radical Islam and terrorist groups and so on. And so we're having a kind of a replay of that, but it has been, I think, accentuated, and we're going to have an intensification of the media campaign, which is essentially a propaganda campaign to make people in France fear Muslims. We need to be clear about the origin of the war on terror. The war on terror is, I quote, orchestrated from abroad. These are the words François Hollande used to describe this terrorist attack. Well, the attacks that have been continuing to destroy Syria, to massacre its population, have also been orchestrated from abroad. They were orchestrated by NATO, and they've been carrying these attacks out against the civilian population of Syria for 4 years now. And this is a terrorist campaign that is also orchestrated from abroad. And people in Europe need to understand that there is a war
that is becoming global, that is being waged against civilian populations in particular. It is a form of neo-imperialism and neo-colonialism which aims to divide and conquer European and Middle Eastern and African and the world's population for that matter, and to make them submit to a global order that does not serve the interests of most of the people on this planet, but that does serve the interests of a very few ruling elite, a very small, tiny, and particularly tyrannical ruling elite. There is no war on terror. There is a war that is being waged using proxy groups, terrorist proxy groups, and they are being used against nation states who are resisting US and Israeli hegemony, and they are also being used as a means of disciplining the workforces in Europe. In a period of mass unemployment and austerity, you now have terrorist attacks being committed by terrorists funded, armed and trained by Western intelligence agencies. There is no such thing as ISIS. ISIS is a creation of the United States. We know that from official sources of the US military themselves. Declassified documents from the Defense Intelligence Agency have confirmed that. Les services secrets américains montent l'opération Paperclip. Près de 1500 scientifiques allemands et parmi eux des criminels de guerre sont exfiltrés vers l'Amérique. C'était un jeu de dupes, de propagande, dans lequel les Américains se sont lancés. C'était presque un procès pour la forme. On traînait les nazis en justice, mais en même temps, derrière le rideau, on faisait nous-mêmes des choses atroces. On prenait des gens dans les prisons, des miséreux, des gens qu'on appelait alors des demeurés ou qu'on enfermait dans les hôpitaux, par exemple. Et si vous vous trouviez dans l'une de ces fameuses institutions, que vous étiez pauvre ou une femme seule ou que vous aviez une forme de déficience mentale, il y avait pas mal de chances pour que vous soyez embrigadé dans une forme ou une autre de protocole médical, que ce soit pour le compte du gouvernement ou pas, et où on faisait ce qu'on voulait de vous. De l'autre côté, il y a la CIA. Celle-ci est surtout intéressée par la manipulation mentale. Son objectif, créer un sérum de vérité infaillible, effacer la mémoire, robotiser des humains et les programmer pour tuer. Car en 1948, un chercheur des laboratoires Sandoz, Albert Hofmann, découvre une molécule qui met en ébullition les services secrets. Le diéthylamide de l'acide lysergique, ou LSD. C'est un dérivé de l'ergot de seigle, ce même parasite qu'on a longtemps tenu pour responsable du drame de Pont-Saint-Esprit. On pense alors que les effets hallucinatoires de cette drogue sont la clé de la manipulation mentale. Dans sa hâte à faire disparaître les preuves, la CIA oublie 20 000 documents. C'est une goutte d'eau au regard de tout ce qui a été détruit, mais il révèle qu'elle a financé 149 programmes impliquant 80 institutions, souvent les plus vénérables. Appelés à se justifier, les responsables de la CIA, comme le docteur Lashbrook, mentent et minorent les faits. On avait entendu dire, ou on estimait que de grandes choses pouvaient être réalisées grâce à l'hypnose. Dans l'un de nos projets, on avait un hypnotiste qui faisait des expériences pour tenter de voir quelles étaient les limites de l'hypnose. Était-il possible sous hypnose de faire réaliser des choses à quelqu'un qui ne voudrait pas les faire? L'enquête se succède et recueille la parole de témoins de plus en plus nombreux, comme cette femme, Chris de Nicolas. Son père l'a mise entre les mains d'un médecin de la CIA réputé, le docteur Green, alors qu'elle avait 12 ans. Son but était de me manipuler et faire de moi un tueur professionnel. Le docteur Green avait mis des électrodes sur mon corps et aussi sur ma tête. Il utilisait une sorte de projecteur et répétait en boucle des ordres multiples pour les imprimer dans mon cerveau, tandis qu'une lampe rouge clignotait au-dessus de moi. Entre chaque séance, il utilisait des électrochocs et m'ordonnait de me laisser aller de plus en plus. Chaque ordre devait s'imprégner de plus en plus profondément dans mon cerveau et je devais faire ce qu'il m'ordonnait. Dr. Green voulut par la suite que je tue une poupée qui avait les traits d'un vrai enfant. Puis, c'est le tour de Claudia Mullen. Enrôlée à l'âge de 7 ans.
Je suis devenu un pion aux mains du gouvernement. Le but était de me soumettre et de créer l'espion idéal à l'aide de produits chimiques, d'irradiation, de drogue, de l'hypnose, de chocs électriques, de plongée dans des tubes remplis d'eau, de privation de sommeil, de lavage de cerveau, d'abus verbaux, physiques, émotionnels et sexuels. J'ai été exploité pendant près de 30 ans de ma vie et la seule explication qu'on m'a donnée est que la fin justifie les moyens et que je servais ma patrie dans ses efforts valeureux pour lutter contre le communisme. Les rapports d'enquête qui résultent de ces témoignages terrifiants vont révéler une certitude. Les expériences ont viré au désastre. Des milliers d'expérimentations gouvernementales ont eu lieu dans les hôpitaux, les universités et sur les bases militaires un peu partout dans le pays. Dans de trop nombreux cas, aucun accord formel n'a été demandé. On a dissimulé à des Américains ce qu'ils subissaient et bien au-delà des cobayes eux-mêmes, cette tromperie a dupé leur famille et toute la nation. Initials would be ISIS. Just simple words like that. Before, when I was on here with you, we talked about MK Ultra mind control, and I said, I may not have said it on your show, but in a subsequent speech I did say, what MK Ultra mind control does is train people never to blame the guilty. Instead, to point the finger downward at the helpless and never upward at the guilty. Les attentats de Paris sont une tragédie absolue. Mais c'est aussi une succession de détails qui laissent beaucoup de questions en suspens. Et Christoph Hörstel, ancien correspondant de presse en Afghanistan de la première chaîne allemande, nous explique ce terme et fait quelques déclarations brûlantes sur les prétendus attentats de Paris. Monsieur Hörstel, le terrorisme est maintenant arrivé jusqu'en Europe. Après ce qui s'est passé en France, on n'arrête pas d'entendre d'autres histoires provenant d'Allemagne, de Belgique et de partout. Je pense aussi que les gens ont peur, ou bien on leur suggère d'avoir peur. Est-ce un hasard? Non, bien sûr, ce n'est pas un hasard. Évidemment, cela a été préparé. Aussi, ce qui nous est rapporté par les médias de masse et qui n'est pas fidèle à la vérité, ça non plus, ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi nous avons déjà entendu, il y a 1 an ou il y a 6 mois, que des combattants qui ont combattu en Syrie aux côtés d'Al-Qaïda, du front Al-Nusra et d'autres encore, allaient affluer pour ensuite probablement perpétrer des attentats terroristes. Pourquoi le pouvoir politique fait ça selon vous ? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Pour que la population se sente en sécurité avec ce gouvernement ? Je crois qu'on a suffisamment à faire avec le terrorisme réel pour qu'on n'aille pas en inventer un qui n'existe pas, qui relève peut-être d'autres procédures. Donc, mais pourquoi il invente le pouvoir alors ? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Et deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle, voire même inexistante. À l'époque, en 2006-2007, en tant que conférencier au Centre des forces dirigeantes de l'armée, j'avais choisi pour le cours de sciences sociales l'Afghanistan. En tant qu'expert du pays, j'avais instruit les forces dirigeantes des troupes de combat allemandes sur la façon de se comporter en Afghanistan, et pour ce cours, j'avais alors utilisé l'expression « management de la terreur ». Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les gouvernements mentent, tous les gouvernements de l'OTAN. Ils ne mènent pas un combat contre le terrorisme, mais ils pratiquent eux-mêmes le management de la terreur. Les personnes qui sont mises en scène, qui perpètrent les attentats, sont dans 95% des cas très bien connus des services de sécurité. La surveillance de ces cercles est sans faille. Ils ne peuvent même pas éternuer sans que les services secrets ne soient au courant. Donc, si quelque chose se passe, nous savons qu'ils sont impliqués. Et le problème, c'est que nous savons aujourd'hui que l'État islamique, AIES, ISIS, EI, peu importe quelle abréviation on leur donne, on ne pourrait pas les imaginer sans la CIA, qui a commencé à entraîner des parties importantes de ses troupes en Jordanie il y a quelques années. Instruit les forces dirigeantes des troupes de combat allemandes sur la façon de se comporter en Afghanistan, et pour ce cours, j'avais alors utilisé l'expression « management de la terreur ». Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les gouvernements mentent,
tous les gouvernements de l'OTAN. Ils ne mènent pas un combat contre le terrorisme, mais ils pratiquent eux-mêmes le management de la terreur. Et pour ce cours, j'avais alors utilisé l'expression « management de la terreur ». Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les gouvernements mentent, tous les gouvernements de l'OTAN. Ils ne mènent pas un combat contre le terrorisme, mais ils pratiquent eux-mêmes le management de la terreur. Les personnes qui sont mises en scène, qui perpètrent les attentats, sont dans 95% des cas très bien connus des services de sécurité. Many people would argue that the US actually saw the rise of ISIL coming and turned a blind eye, or even encouraged it as a counterpoint to Assad. And a secret analysis by the agency you ran, the Defense Intelligence Agency, in August 2012 said, and I quote, "There is the possibility of establishing a declared or undeclared Salafist," it's not secret anymore, it was released under FOI. The quote is, "There is the possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria, and this is exactly what the supporting powers to the opposition want in order to isolate the Syrian regime." The US saw the ISIL caliphate coming and did nothing. Yeah, I think that where we missed the point, I mean, where we totally blew it, I think, was in the very beginning. I mean, we're talking 4 years now into this effort in Syria. Most people won't even remember. It's only been a couple of years. The Free Syrian Army, that movement. I mean, where are they today? Al-Nusra, where are they today? And how much have they changed? When you don't get in and help somebody, they're going to find other means to achieve their goals. And I think right now what we have allowed is... Hold on, you were helping them in 2012. We've allowed this extremist... You know, these extremist militants to come in. But why did you allow them to do that, General? You were in post. You were the head of the Defense Intelligence Agency. Well, those are policy. I took the liberty of printing out issues. that document. This is a memo I quoted from. Did you see this document in 2012? Would this come across your table? Yeah. I paid very close attention to all this. So when you saw this, did you not pick up a phone and saying, "What on earth are we doing supporting these Syrian rebels?" That kind of information is presented, and what did you do about it? Those become. I argued about it. Did you say we shouldn't be supporting these groups? I did. I mean, we argued about the different groups that were there, and we said, you know, who is it that is involved here? And I will tell you that I do believe that the intelligence was very clear, and now it's a matter of whether or not policy is going to be as clear and as defining and as precise as it needs to be, and I don't believe it was. Just on what you're saying, just to clarify here, you're saying today my understanding is you're saying we should have backed the rebels. You're saying in government you agreed with this analyst. We should have done more earlier on in this effort, than we did. But in 2012, which was 3 years ago, let's just be clear, just for the sake of our viewers. In 2012, your agency was saying, quote, "The Salafists, the Muslim Brotherhood, and Al-Qaeda in Iraq are the major forces driving the insurgency in Syria." Mm-hmm. In 2012, the US was helping coordinate arms transfers to those same groups. Why did you not stop that, if you're worried about the rise of quote-unquote Islamic extremism? I mean, I hate to say it's not my job, but my job was to ensure that the accuracy of our intelligence that was being presented was as good as it could be. And I will tell you, it goes before 2012. I mean, when we were in Iraq, and we still had decisions to be made before there was a decision to pull out of Iraq in 2011. I mean, it was very clear what we were going to face. Well, I admire your frankness on this subject. Very clear what we were going to face. Let me just before we move on, just to clarify once more. You are basically saying that even in government at the time, you knew those groups were around, you saw this analysis, and you were arguing against it. But who wasn't listening? I think the administration. The administration turned a blind eye to your analysis. I don't know if they turned a blind eye. I think it was a decision. I think it was a willful decision. A willful decision to go support an insurgency that had Salafists, Al-Qaeda, and Muslim Brotherhood. A willful decision to do what they're doing. Which you have to really ask the president, what is it that he actually is doing with the policy that is in place, because it is very, very confusing. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils arrivent ici en Europe parce que les managers le veulent ainsi. Ils ont pour cela des motifs très concrets. Nous nous trouvons devant un crash financier et nous avons d'énormes problèmes de politique intérieure, de politique monétaire, de politique financière, de politique économique, et nous ne voudrions pas que la population se défoule sur le gouvernement comme celui-ci le mériterait. C'est un gouvernement qui pratique le management de la terreur via le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur. Ce sont ces trois qui, dans tous les pays de l'OTAN, sont coupables et devraient être mis en prison. Bien sûr, ils vont réfléchir comme quand allons-nous mettre en œuvre un attentat terroriste? Nous allons y recourir lorsque nous aurons l'impression que la population devient nerveuse d'une manière ou d'une autre parce que le système politique de son pays ne lui convient pas. Ils le mettront en œuvre lorsqu'ils auront l'impression qu'ils en ont besoin parce qu'ils n'arriveront pas à faire passer certaines restrictions des droits civiques ou des lois hostiles à la démocratie.
sentiment qu'on cherche à vous exproprier? Oui, tout à fait. Ça semblait, j'ai dit d'où ça vient, où ça sort, j'ai dit on n'en a pas entendu parler jusqu'à présent. Ouais. C'est inapplicable. Obligatoirement, comment voulez-vous que je puisse venir, avec une retraite d'aide-soignante, venir à un tel impôt? C'est pas possible. C'est pas possible. Le gouvernement français ne s'est pas vanté de sa dernière invention, bien au contraire, l'information est passée en catimini. Il y a sans doute une raison à cela, il ne fallait surtout pas affoler la population. Il faut dire que la dernière trouvaille de l'actuel gouvernement est une bombe. Quelle est donc cette trouvaille? Vous êtes propriétaire de quelques centaines ou de quelques milliers de mètres carrés de terrain constructible. L'État vous demandera de payer 5 € par mètre carré en 2015-2016. L'impôt passera à 10 € par mètre carré de terre constructible l'année suivante. Pour comprendre ce qui va mettre dans une situation financière intenable des centaines de milliers de Français, nous avons traversé la France, nous nous sommes rendus en Haute-Savoie. Voilà, c'est donc ce terrain qui va jusqu'au la ligne d'herbe là-bas. Il fait 2000 mètres. Pour ce terrain de 2000 mètres carrés seulement, cette habitante de Faucigny va devoir s'acquitter d'un impôt de 10 000 € l'année prochaine si elle veut conserver son terrain. C'est un terrain que vous avez depuis combien d'années? Depuis 10 ans, mais même pas. Il est à mon papa. Donc, il y a de nombreuses années. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il a été. Quand vous avez appris la nouvelle, madame, comment est-ce que vous avez réagi? Très mal, parce que je suis vu vendre mon terrain, alors qu'un de mes enfants a bon espoir de construire à Faucigny. Parce que je ne peux pas payer, c'est pas possible. Je ne peux pas payer un tel impôt. Comment voulez-vous que je puisse venir, avec une retraite d'aide-soignante, venir à un tel impôt? C'est pas possible. C'est pas possible. On va être obligés, donc ils vont nous c'est une expropriation. Expropriation, le mot est lâché. Un peu plus loin, dans la même commune, ces habitants nous expliquent ce que leur coûtera ce nouvel impôt scélérat sur le foncier non bâti lorsque les dimensions de leur terrain auront été recensées par la mairie. Vous avez fait un calcul, j'imagine, avec les terres qui vous appartiennent, constructibles. Si vous deviez payer l'impôt, ça vous coûterait combien, madame? Eh ben, vous calculez, on a 2000 mètres carrés de terrain. Donc 2000 mètres carrés de terrain multiplié par 5 € la première année, plus la deuxième année par 10 €. Le calcul est vite fait, hein. Ça nous fait... 30 000 € d'impôts, rien que cela. Et cette commune contient de petites parcelles privées. Si on doit payer ça, nous on est obligé de vendre notre maison, donc on n'aura plus de logement et on sera obligé d'aller dans les logements sociaux. Mais que dire des propriétaires qui peuvent avoir 5 000, 10 000 ou 20 000 mètres carrés de terrain constructible? Comment un gouvernement a pu imaginer une pareille loi digne d'une démocratie totalitaire? Nous avons pris rendez-vous avec le maire de Faucigny, commune de 513 habitants. Pour Bernard Châtel, le message est clair, le gouvernement est en train de retirer tout pouvoir aux communes. Ce qu'il faut savoir, jusqu'à présent, on faisait des lois. On prend par exemple la taxe foncière ou la taxe de l'habitation. On nous donnait des normes imposables, mais c'était la commune, c'était le maire avec son conseil municipal qui en définissait le taux. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est l'État qui en définit le taux et il demande au maire de l'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est à nous à déclarer les gens, à dénoncer les personnes susceptibles d'être imposables. Dénoncer, ça veut dire que, clairement, on vous demande de faire de la délation. Ouais. On me demande d'appliquer la loi. Effroyable. Le silence de ce maire en dit long sur ce que ce gouvernement prépare à ses concitoyens. Donc encore plus de surveillance, etc. ou d'autres choses semblables, comme par exemple la loi sur les passeports qui a été adoptée. Par exemple. On est parti pour augmenter ce genre de contrôle. Il y a aussi l'idée que
l'usager ne va pas être averti du transfert de données le concernant. Alors ça, c'est un vrai problème de gouvernance, hein, c'est un problème de définir la société que nous voulons et ne pas la laisser définir par les gens qui font du code ou des objets. Il y a besoin d'y réfléchir profondément. Je garderais bien d'avoir des solutions au jour d'aujourd'hui, mais je sais que si on n'y réfléchit pas, ça peut se retourner contre les individus. Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité soit des objets, soit des personnes. Donc tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, être de connaître l'évolution des... À juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité soit des objets, soit des personnes. Donc tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution des produits, les localiser. Nous ne sommes pas là pour savoir si c'est trop ou pas assez. Nous sommes avant tout des industriels et nous mettons en place les systèmes, les équipements pour servir la police, la justice et l'armée. Et c'était très intéressant. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est l'intervention de M. Moreau, de la DGE, parce qu'il a bien fait comprendre combien était reconnu le pôle traçabilité de la Drôme, Valence Drôme. I had a friend, Nick Rockefeller. Okay, who's one of the Rockefeller family, and he, when I was running for governor in Nevada, he came to me, introduced himself to me through an attorney, and we became friends. We started talking about things, and I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. And one of the things that we used to talk about was the ultimate plan of the banking industry, what they wanted to accomplish. And the goals of the banking industry, not just the Federal Reserve System, but the private banks in Germany and England, all over Italy, all over the world, they all work together. They're all central banks, and they're all part of the Communist Manifesto. You know, central banking is one of the major planks of the Communist Manifesto. We talk about America being a capitalistic country, but yet at the same time we have a central bank that plans everything for us, right? And the graduated income tax is another plank of the Communist Manifesto, right? So right there you have two major planks of the Communist Manifesto that have been brought in because of the Federal Reserve System, okay? So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one-world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything. you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one-world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people.
long. Les Français parlent aux Français. J'ai vu un mec, je saurais pas vous dire comment il était, je sais juste qu'il était pas petit, plutôt typé blanc, type européen, vraiment pas de distinction, pas de cagoule, rien. Et la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il était devant le Bataclan et qu'il avait son arme à l'épaule et je voyais les flashs, j'entendais bam bam bam. Ça arrêtait pas quoi, c'était un déluge. La France soutient notamment Al-Nosra, qui est une branche très proche d'Al-Qaïda, qui est proche de Daesh. Donc la France soutient des groupes soi-disant modérés. Donc la France est en train de soutenir Daesh, par l'intermédiaire de groupes soi-disant modérés, mais elle le sait très bien, la France. Et aujourd'hui, on soutient indirectement l'État islamique. Femmes, c'est ça? Oui, 3 hommes et une femme, oui, tout à fait. Vendredi matin, l'assistance publique hôpitaux de Paris a organisé un exercice avec les SAMU sur ce type même d'attentat. C'est un hasard effroyable qui a fait. Mais oui, c'est un hasard effroyable qui a fait que le soir même, c'était un hasard effroyable. Mais c'est pour vous dire. Yves de Kerdrel, mais on peut souligner peut-être que jeudi matin, vous publiez également l'interview de Bernard Squarcini, qui est l'ancien patron des services secrets. Et qui fait une révélation qui est susceptible de faire sauter effectivement un certain nombre de personnes en France. Il révèle que les services secrets syriens sont venus il y a 2 ans lui proposer la liste de tous les djihadistes français opérant en Syrie. Bernard Squarcini s'est tourné vers son homologue français qui a dit effectivement ça m'intéresse mais il faut que j'en réfère au Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls a dit pas question, nous n'échangeons pas de renseignements avec un régime tel que la Syrie. Cette histoire d'État islamique, d'un bout à l'autre, elle est bizarre. Aucun groupe... Les manifestants sont drogués et ils servent Ben Laden, selon Kadhafi. Le dirigeant libyen est de nouveau. Est-il possible que vous permettiez à ce phénomène d'avoir lieu dans n'importe quelle ville du pays? Nous ne sommes pas en Égypte ni en Tunisie. Avec une demande pacifique, on peut arriver à un compromis. Mais ceux-là n'ont pas de demande. Les demandes sont chez Ben Laden. Qu'avez-vous à voir avec Ben Laden, vous habitant de Zawiya? C'est un peu Canada Dry quand même. Ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas... Canada. La CIA va se servir d'un psychiatre de renommée mondiale pour monter une véritable usine à cobayes au sein de l'Allan Memorial, le département psychiatrique de l'université McGill. Ce psychiatre s'appelle Ewan Cameron. Il sera l'un des tout-puissants présidents de l'Association mondiale de psychiatrie. En 1945, Ewan Cameron fait l'expertise psychiatrique de Rudolf Hess, l'un des nazis accusés au procès de Nuremberg. En 1957, la CIA le recrute pour son programme MK-Ultra. Les Américains veulent parfaire leur technique d'interrogatoire et programmer un humain à tuer. Ewan Cameron devient une sorte de chien fou de la psychiatrie. Il plonge ses patients dans des états végétatifs pendant plusieurs semaines, en diffusant jour et nuit des ordres sonores préenregistrés. Certains en deviendront incontinents, amnésiques, oubliant même qui étaient leurs parents ou l'usage de la parole. L'hôpital du Vermont où Karen Wetmore a été internée travaillait sur le même programme. Entre les mains des médecins de la CIA, elle a été une poupée de chiffon. Ils ont utilisé des drogues comme le LSD, les électrochocs, et aussi des électrochocs chimiques comme le métrazole qu'on m'a administré en 1971. Je l'ai découvert plus tard dans mon dossier médical. C'est une drogue extrêmement puissante. Daesh a des recruteurs extrêmement professionnels. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in part. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work.
And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. Et fonctionne de manière postmoderne par niche. C'est-à-dire que le discours ne sera pas le même pour un jeune qui aime le foot, pour une jeune fille, on n'a pas parlé de cela. Hein. J'insiste sur le fait d'une transformation d'ordre initiatique. Alors, c'est pas joli. Il faut savoir que la plupart en tout cas des hommes qui arrivent en Syrie sont brutalisés, souvent violés, et qu'ils sont détruits pour être reconstruits par Daesh, qui donc aura complètement embrigadé, aura reconstruit ces hommes à leur image. L'imagination des savants est sans limite. Sur ces images, un taureau charge la cape qui s'agite devant lui. Quelques instants plus tard, on lui implante un émetteur dans le cerveau, puis on le lance à nouveau dans l'arène. À chaque charge, il reçoit une impulsion qui coupe son élan. Des documents aujourd'hui déclassifiés. Le terroriste dans l'histoire de l'humanité n'a eu plus de chars d'assaut que l'armée française, ce qui est le cas. Je vous garantis que mes sources ne sauraient être meilleures pour vous dire ça. Donc à l'heure actuelle, l'État islamique dispose de centaines de chars d'assaut, des véhicules blindés légers qu'on appelle les Humvees, des sortes de grosses jeeps un peu perfectionnées. L'État islamique en possède plus de 5000. Donc ça n'est pas un groupe terroriste, c'est pas à l'échelle. Est-ce une guérilla? Non plus. Puisque une guérilla, c'est clair, on connaît ça depuis la guerre révolutionnaire de Mao dans les années 30, ce sont des gens qui attaquent l'armée ennemie et qui se replient. L'État islamique ne se replie pas, il attaque, il occupe le terrain, il se crée son fief et il y reste. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la seule explication possible quand on a éliminé tout ça, c'est que l'État islamique est une armée mercenaire, une armée, une vraie, mais mercenaire, et nous ne faisons en pareil cas que de repousser le problème d'une case, à savoir au service de qui. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique, qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi eux. Tous les gens qui sont, tous, sans exception, le Abou Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il faut voir que Daesh a des recruteurs extrêmement professionnels. Ce truc-là. Il faut voir que Daesh a des recruteurs extrêmement professionnels. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people. Il faut voir que montre que des émetteurs plus sophistiqués ont été testés sur des cobayes humains. Il y a toujours des débats sans fin entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les documents. Eh bien, ces documents décrivent clairement l'implantation d'électrodes dans le cerveau des gens, activer ces électrodes à partir d'un transmetteur et changer le comportement des gens. De violents à taper les murs, ils deviennent des moutons. Les conditions de détention des combattants pro-talibans détenus sur la base de Guantanamo à Cuba continuent de susciter la polémique. Les conditions de détention des combattants pro-talibans détenus sur la base de Guantanamo à Cuba continuent de susciter la polémique.
voilà ce que je vends. Quand quelqu'un prend du Captagon, il est sûr de rester. Lorsqu'une personne prend du Captagon, elle ressent davantage d'énergie et moins de fatigue, mais tout cela n'est qu'une impression. La fatigue s'accumule. Il s'agit d'un dérivé d'amphétamine, donc le Captagon accentue la nervosité et peut même entraîner des hallucinations. L'individu peut avoir la sensation d'être très puissant. أرسوني الجيش السوري. أنت جبهة النصر وأنا جاي ألتحق معكم مع المعلم رامي. من الجيش السوري. صدره بدي أشلخه وقلبه أعصره بتم دم. Some folks are born